recevoir Marc-André Sellos, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et président de la Société Botanique de France, qui va nous parler de plantes, de champignons, d'interactions, de tout ce qui nous intéresse et nous passionne, nous aussi. Bonne conférence, Marc-André. Merci. Merci, et merci aussi de l'accueil. J'avoue que je ne connaissais pas ce rendez-vous annuel, et c'est assez étonnant de voir la force du bénévolat, la force aussi de l'effort dans la durée, pour le coup, puisque c'est quand même pas... C'est vraiment un endroit féerique pour moi. Donc je suis vraiment très content d'être là, et je vous remercie d'avoir pris un peu de votre dimanche après-midi pour venir écouter des histoires où il est question de plantes, mais vous allez voir, il est aussi question des habitants des plantes et de la façon dont non seulement ils habitent la plante par leur présence, mais ils l'habitent en construisant ses fonctions et sa façon d'être. Alors je vais vous raconter plusieurs histoires. La première, c'est une histoire qui va nous parler un petit peu de la façon dont s'alimentent les végétaux. Regardez plutôt. Quand on voit des plantes, ça ce sont des plantes, hein, on a tendance à négliger le fait qu'en fait on n'en voit que les 2/3. Le tiers des plantes en fait se trouve sous la surface du sol. Le tiers des plantes, c'est les racines, et d'ailleurs quand on a un arbre déraciné ou quand on tire un poireau hors du sol, on a beaucoup de mal à estimer la quantité de racines parce que seules les plus grosses viennent. Or, l'essentiel de la masse, ce sont des racines fines. Bref, il n'y a pas de plante sans racines, il y a beaucoup plus de racines qu'on l'imagine couramment, et on se dit, ben voilà, avec ces racines, la plante exploite le sol. Bon. Il était une fois des Européens qui arrivèrent en Afrique tropicale ou en Amérique tropicale avec des bateaux. Pour une colonisation dont on peut penser ce que l'on veut, le fait est qu'ils arrivaient en bateau et que ces bateaux en bois, à l'époque, avaient subi les avanies de traversées un peu difficiles. Et on a donc très rapidement tenté d'introduire des pins. Les pins poussent vite. Chez nous, ce sont des pionniers sur les terres abandonnées. Ils poussent droit. Et en plus, leur bois est imprégné de résine. Bref, c'était des mâts parfaits. Sauf que quand on a commencé à planter les pins en région tropicale, en vert, vous avez l'aire de distribution des pins, vous voyez, qui sont plutôt dans l'hémisphère nord. Ils n'étaient surtout pas en Afrique ou en Amérique tropicale. Quand on a commencé à introduire des pins, on s'est aperçu que les graines germaient pour donner quelques aiguilles vertes, et puis ça séchait, ça jaunissait, et rapidement, ça crevait. En d'autres termes, on ne pouvait pas faire pousser des pins sous les tropiques, alors que chez nous, c'est un peu parmi les arbres, c'est un peu le chien dent, quoi. C'est ce qui arrive le plus vite, une fois de plus, quand on abandonne l'activité agricole sur une parcelle. Rapidement, il s'est développé l'habitude d'arriver avec des pins déjà enracinés dans de la terre d'Europe. Et ce qu'ont fait à l'époque les Européens sans le savoir, c'est d'introduire des champignons du sol. Regardez plutôt ce pin ici, dont les racines se développent dans le sol, et on devine aussi des filaments blancs. Alors là, pour le coup, c'est un peu la visite de l'appartement témoin, hein. On voit très bien la chose, alors qu'ordinairement dans le sol, c'est plutôt discret. On voit très bien les filaments de champignons, et on devine comment ces filaments de champignons s'agglomèrent, se ramassent autour de certaines racines, en petites pelotes. C'est ce qu'on appelle une ectomycorhize. En voilà une vue de plus près. Vous voyez que le champignon est dessus. Ecto, ça veut dire dessus. Il forme un manchon autour de l'extrémité des racines, et le total, c'est que cette structure ici n'est ni totalement du champignon, ni totalement de la racine, c'est de la racine prise dans une chaussette de champignon. Et c'est ça qu'on appelle une mycorhize. C'est quelque chose qui est à la fois du champignon, myco, et de la racine, rhiza. Et dans ce cas-là, le champignon se voit en surface. Cette association-là sur les racines des arbres des régions tempérées, en particulier sur les pins, elle est vitale. Le problème, si j'ose dire, qu'il n'y en ait pas un justement pour les pins, c'est que dans nos régions, les champignons qui font ça, il y en a partout. Donc vous plantez un arbre, il trouve ses champignons, et il se développe, et vous avez l'impression que l'arbre se développe tout seul, alors qu'en fait, il se développe avec ce champignon. Dans les zones tropicales concernées, il n'y avait pas ces champignons-là. Et là, brutalement, on révèle une dépendance si poussée que l'arbre ne pousse pas sans les champignons. Et cette dépendance, une fois de plus, elle est vraie chez nous, mais chez nous, ils sont là, ces champignons. Quand on déterre des racines des arbres de nos régions, des pins, des chênes, des noisetiers, on voit très bien des racines colonisées par des champignons qui peuvent être blancs, qui peuvent être noirs, qui peuvent être oranges, ça c'est du lactaire délicieux pour ceux qui connaissent, ou qui peuvent être extrêmement discrets, leur présence ne se manifestant que par une hyper-ramification de la racine,
Ici, c'est un champignon translucide qui est plaqué à la surface de la racine. Le spécialiste vous dira que ceci est une ectomycorhize. C'est vrai qu'à l'œil, on devine mal le champignon. Mais visible ou pas, ils sont là, et quand vous coupez votre racine, ils font un manchon tout autour de la racine. Vous voyez tous ces filaments-là qui font un manchon. Et ils pénètrent entre les cellules les plus corticales. Voilà les grosses cellules de la racine. Ça, c'est les cellules de la plante. Et puis, vous voyez cette couverture de filaments de champignons qui apparaissent, qui font des petites lumières en coupe, comme ça, et qui pénètrent entre les cellules les plus externes de la racine. C'est donc des épousailles étroites, c'est ni de la racine ni du champignon, c'est un mélange des deux, et ça, une fois de plus, c'est vital pour le développement des arbres. Mais chez nous, ça se passe bien, parce que tous les sols contiennent peu ou prou ces champignons. Quels champignons? C'est simple, hein, c'est ceux qu'on trouve en forêt. Et d'ailleurs, on ne les trouve qu'en forêt parce qu'eux aussi dépendent des arbres. Pour le coup, tout le monde dépend de tout le monde. Ce sont les amanites, ce sont les bolets, les girolles, les trompettes de la mort, les russules, les cortinaires, les lactaires, les inocibes, enfin, c'est les champignons forestiers, c'est les 2/3 des essences, enfin des champignons qu'on retrouve en forêt, comestibles ou non. Et puis c'est aussi la truffe, dont vous savez, et je sais qu'il y a des trufficulteurs dans la salle, eux le savent plus encore que vous, que pour obtenir des truffes, il faut d'abord planter des arbres, ces arbres auxquels s'associent ces champignons. Voilà des champignons qui dépendent de l'arbre, tout autant que l'arbre dépend d'eux pour se développer, et cette dépendance étroite, eh bien, elle fait qu'on n'a pas d'arbre sans champignons. Alors vous allez me dire, ok, ton histoire est amusante, bon, en gros, les ligneux des régions tempérées, c'est 5% des espèces de plantes, que se passe-t-il pour les autres plantes? C'est-à-dire les plantes non ligneuses dans nos régions, ou d'ailleurs les arbres qu'il y avait dans les régions tropicales. Échappent-ils à cette dépendance aux champignons? La réponse est non, ils sont également dépendants, et 80% des plantes forment un autre type de mycorhize, qu'on appelle endomycorhize, mais qui est quand même une interaction avec le champignon, et qui est tout aussi nécessaire. Alors voilà une plante que vous connaissez, surtout dans la région, c'est le maïs, et voilà c'est mycorhizes, oui, non. Quelqu'un dit racines, là, c'est pas des racines, c'est des mycorhizes. Alors c'est vrai qu'à l'œil nu, on voit que la racine, et l'erreur est bien excusable, mais 80% de ce que vous avez appelé des racines en déterrant des plantes dans votre jardin, ce sont des mycorhizes où le champignon se fait discret en surface. Il est plutôt dedans, d'où le nom d'endomycorhize. Regardez cette racine ici de maïs, colorée par un colorant bleu qui colore les filaments de champignons. Et bien il y a du champignon qui traîne dans la racine. C'est donc déjà un mélange de champignons et de racines, même si ça ne se voit pas de l'extérieur. Le champignon patrouille entre les grandes cellules de la plante et rentre dans certaines des cellules de la racine en se ramifiant finement en une petite structure tentaculaire qu'on appelle l'arbuscule et qui va en fait échanger avec la cellule. Et donc vous retrouvez une présence, bien que plus discrète, de champignons. Champignons qui fait des arbuscules, des filaments dans la cellule, et aussi des renflements globulaires avec dedans des gouttelettes lipidiques qui sont en fait ces réserves. Il planque ces réserves dans la racine, elles sont mieux là que dans le sol. C'est la graisse qui constitue les réserves du champignon. Alors, c'est pas parce que le champignon ne se voit pas bien sur les racines qu'il n'est pas aussi dans le sol. Il sort de la racine, regardez cette racine ici qui a poussé dans un milieu transparent, on voit très bien que le champignon sort, mais j'allais dire il sort tout droit. Il sort sans faire une espèce de couverture dense de la racine. Et quand vous arrachez ça comme des grosses brutes, c'est ce qu'on fait quand on arrache des racines et qu'on secoue un peu, ben, tout se détache. Et on ne voit pas la connexion, là encore, du champignon qui est dans le sol. Et d'ailleurs, ce champignon, dans le sol, il produit des spores, vous voyez, ce qui fait que quand une racine pousse, elle va soit rencontrer des filaments qui sortent d'une autre racine, soit rencontrer des spores de ce champignon qui pourront germer et de nouveau recréer l'association. D'ailleurs, quand on tamise des sols à environ entre un dixième et un demi-millimètre, on peut récolter plein de spores comme ça dans n'importe quel sol. Hein, il suffit de faire 2 mètres là et de tamiser du sol, plein de spores de ces champignons. C'est pas des champignons très connus parce que pour le coup ils font rien en surface du sol. Quand ils se reproduisent, c'est discrètement dans le sol, mais ils sont partout. Et il y a 80% des plantes qui ont besoin de ces champignons. Exemple. Voilà de l'oignon planté dans des pots de sol complètement stérilisés. Alors après, à première vue, vous pourriez me dire, quand on stérilise le sol, on tue les pathogènes. Oui, mais on tue aussi les champignons capables de faire des mycorhizes. Et vous voyez comment ça pousse. Au bout de 3 mois, mon oignon, il n'est pas beau.
Là, c'est le même sol stérilisé, mais où on a réintroduit des spores venus d'un autre sol, des spores de ces champignons capables de faire ces endomycorhizes, ces associations étroites et intimes au sein de la racine. Eh bien, vous voyez qu'au bout de 3 mois, ça ressemble à de l'oignon de 3 mois. Alors ça ne ressemble pas à grand-chose. Et là encore, il y a une dépendance forte à ces champignons, mais comme ces champignons sont partout dans les sols tempérés et dans les sols tropicaux, bah, quand une plante pousse, elle établit l'interaction. Bref, cet organe mixte, qu'il soit très visible ou pas très visible comme organe mixte, il existe chez 90% des espèces de plantes qui sont étroitement dépendants de champignons du sol, parce qu'en fait, c'est ces champignons qui vont faire les commissions. C'est eux qui vont chercher les ressources dans le sol, l'eau, le phosphate, l'azote. Sans eux, la plante n'est pas capable de pourvoir elle-même à sa nutrition. Et j'insiste, elle n'est pas capable. Mon oignon pousse n'importe comment, mes pins ne poussent pas parce que ça fait des millions d'années qu'ils sont nourris par des champignons qu'ils nourrissent au passage en sucre. Bon, les champignons sont aussi dépendants d'ailleurs, hein, mais ça fait des millions d'années que les plantes ne font plus les commissions elles-mêmes. Elles ont besoin d'un commissionnaire, qui d'ailleurs a besoin, parce que c'est son boulot, d'être associé à une plante pour se nourrir lui-même. Donc on est vraiment sur une association étroite, et vous pourriez me demander comment se fait-il qu'il y ait autant de plantes qui aient besoin de champignons pour se nourrir, et d'ailleurs en particulier autant de plantes qui fassent ces mycorhizes très discrètes, qu'il y a notamment sur toutes vos plantes de potager. Alors je vous propose un petit voyage il y a 400 millions d'années. Bon, à l'époque d'ailleurs il fait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup moins de terre émergée du coup. Et nous sommes, il y a 400 millions d'années, dans un endroit où il se trouve qu'on a des fossiles, vous allez le voir tout de suite, extrêmement bien préservés de ce qu'étaient les premières plantes terrestres. Alors, ces premières plantes terrestres ne ressemblent pas du tout aux plantes actuelles. D'abord, elles sont hautes comme ça, c'est plutôt un gazon, et d'autre part, elles n'ont pas de feuilles. Elles ont juste des tiges vertes. Ces tiges vertes sont rampantes ou dressées, et elles n'ont pas de racines. Et là, vous vous dites, bon, une plante sans racines, comment ça se nourrit? C'est quand même bizarre. Alors on peut se dire, oui, que peut-être les parties des tiges un petit peu aplaties, là, sont... Bon. Regardons les fossiles. Alors les fossiles... Allez-y. C'est bon? Voilà. Alors... il n'y a pas de racines, et quand on fait des coupes dans cette plante, alors c'est très simple, hein, elles sont tellement bien préservées dans ce cas-là qu'il suffit de faire des coupes dans la roche et de les observer au microscope. Et bien vous voyez ces coupes-là de ces tiges rampantes ou dressées, on voit très bien une cuticule épaisse qui protège de la sécheresse, c'est vraiment une plante terrestre, hein, qui protège son eau, et on voit aussi au centre des cellules qui servent à transférer de la sève, à transférer des aliments d'une partie à l'autre de la plante. Et puis on a cette zone noire intermédiaire, vous voyez là, qui est sur toutes les coupes. Et quand on zoome sur la zone noire, on voit des filaments de champignons renflés en vésicules et dont certains pénètrent en se ramifiant dans les cellules. En fait, il y a déjà ces champignons qui font les endomycorhizes, non pas dans les racines, parce qu'à l'époque les plantes n'ont pas de racines, mais dans les tiges prostrées, aplaties contre le sol. Et on comprend pourquoi ces plantes n'ont pas de racines. Parce qu'elles ont des champignons qui exploitent le sol pour elles. Ça fait 400 millions d'années que ça dure. Entre-temps, les plantes ont inventé les racines parce que ça fait quand même des zones d'hébergement supplémentaires des champignons. Mais il serait faux de croire que la fonction première de la racine est de nourrir la plante directement, c'est d'abriter le champignon nutritif. Alors ça, c'est une histoire ancienne qui nous montre que la construction de l'alimentation de la plante, c'est dans 9/10 des cas l'histoire de l'interaction avec un champignon qui nourrit la plante et qui se nourrit au passage sur la plante. Maintenant, je voudrais arriver avec vous à une deuxième histoire. On va repasser dans les parties aériennes de la plante et on va découvrir des effets où de minuscules organismes protègent des agressions. Alors, dans cette partie-là, vous allez voir, je vais m'autoriser un truc qui n'est pas... J'ai dit que je parlerais de microbes, je vais vous montrer les acariens. Ils ne sont pas gros, c'est pas vraiment des microbes. Donc je triche un peu, mais je vais quand même vous montrer quelque chose que personne ne voit à l'œil et qui est partout. Vous avez vu que cette forêt est une hêtraie. Mais quand on zoome sur les feuilles de hêtre, je ne sais pas si vous avez repéré, mais à la divergence des nervures, il y a souvent des petites touffes de poils. Vous les voyez là,
ce petit poil. Et quand on regarde de très très près dans ces touffes de poils, on s'aperçoit qu'il y a des petites bestioles à 4 paires de pattes qui vivent dans ces espèces de touffes de poils là, de la plante. En fait, ces endroits-là sont des refuges à acariens. Et comme les acariens habitent là, on utilise le mot de domatie, qui vient d'un mot latin qui signifie maison. Bref, ces petites touffes de poils ici sont des maisons à acariens. Et ces acariens ne sont pas des acariens phytophages, ils ne mangent pas de plantes. Ils mangent soit des champignons, soit d'autres acariens. Et vous voyez l'histoire. Attirés par ces endroits où ils se réfugient, notamment pour pondre, ou pour muer, tous les trucs blancs là, c'est des peaux d'acariens, ils sont comme les insectes, hein, ils muent de temps à autre. Et ils vivent dans leurs ordures d'ailleurs, vous voyez. Pas que l'homme qui vit dans ses ordures. Bon, alors ces acariens là, quand ils ont faim, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent manger. Alors j'en ai un ici qui se balade, vous voyez, les domaties sont là, et il est en train de se balader, et il cherche à manger, et quand il mange, il va manger des spores en train de germer, ou si c'est un carnivore, il va manger des acariens qui sont venus attaquer la feuille. Vous voyez l'intérêt d'attirer les acariens en leur fournissant un gîte? C'est une vraie brosse à dents. Enfin, une brosse à feuilles qui va enlever toutes les attaques de la feuille, toutes les attaques, chaque fois que les acariens sortent manger. Et j'ai une petite expérience ici qui est une expérience réalisée sur le cotonnier, qui consiste à regarder le nombre de fruits que fabrique un cotonnier standard et le même cotonnier auquel on ajoute par-dessous ses feuilles, des touffes de poils. Le cotonnier est une plante tropicale qui n'a pas de domatie, mais vous pouvez lui faire des domaties en rajoutant sous les feuilles des petites touffes de coton, d'ailleurs, tout simplement. Ça attire les acariens, et vous voyez que quand on a rajouté les domaties, le cotonnier fait 12% de fruits en plus. Simplement parce que, comme il est nettoyé de toutes les micro-agressions sur les feuilles qui vont attaquer les feuilles, les empêcher de faire la photosynthèse, voler des sucres, comme il est protégé de tout un tas de petits agresseurs, acariens ou champignons intéressés à dévorer la plante, eh bien il a plus d'énergie à consacrer à faire des graines. Et vous voyez que cet effet protecteur, il est énorme. Il est tellement énorme qu'il rend ridicule l'envie de mettre des acaricides sur un arbre atteint d'acariens pathogènes. Pourquoi? Parce que bien sûr, vous le soignez de ces acariens pathogènes, mais vous tuez aussi au passage ceux qui assurent le lendemain sa santé et le défendent de nouvelles attaques. Ça, c'est un vrai problème, c'est que la plupart des essences qui nous entourent, la plupart des arbres et des arbustes qui nous entourent, ont des domaties à acariens, mais on ne s'en sert pratiquement pas. Alors je dis pratiquement pas parce qu'en lutte biologique, maintenant, il commence à y avoir des kits d'acariens pour la vigne, des typhlodropes par exemple, ou des kits d'acariens pour certaines plantes de serre qu'on peut implanter et qui commencent aujourd'hui à utiliser justement cette défense microscopique, et tellement microscopique que je pense que vous ne les avez jamais vus sur toutes les feuilles de chêne, de châtaignier, de hêtre, de charme, de tout ce que vous aurez pu voir comme ligneux. Et sortez votre loupe, ils sont partout autour. Alors cette protection par des petits organismes peu visibles à l'œil nu, elle est vraie aussi sur la racine, et si je reviens à cette mycorhize qu'on avait décrite tout à l'heure, l'ectomycorhize, vous voyez qu'il y a en fait maintenant un rempart de champignons autour des racines les plus fines, celles qui ne sont pas encore pourvues d'écorce. Cette grosse racine-là a une écorce, mais les plus jeunes parties qui sont en croissance, elles sont extrêmement fragiles, et elles sont en fait entourées de champignons, qui protègent à la fois contre des agressions biologiques, des pathogènes qui pourraient rentrer, mais aussi contre tous les toxiques du sol. Tiens, on parlait de pin tout à l'heure, vous savez que le pin noir est une essence calcicole, qui pousse très bien sur des sols calcaires. Privez le pin noir de ses mycorhizes, débrouillez-vous pour bien le nourrir en mettant beaucoup d'azote, beaucoup de phosphate pour qu'il survive quand même, mais il ne sera jamais calcicole, il ne supporte absolument plus le calcaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vu de calcaire. Chaque fois qu'il y a une petite racine avec des cellules vivantes dans le sol, elle est emballée de champignons. Ça fait des millions d'années que les pins n'ont jamais vu de calcaire en sol calcaire. Tout ce qu'ils voient, c'est des champignons. Et c'est les champignons qui gèrent le problème de la toxicité du calcium. Regardez ces données-là qui vous montrent la protection, cette fois-ci, contre un pathogène du sol. On va élever des Camesiparis mycorhizés ou pas, mycorhizés en noir, pas mycorhizés en blanc. Et à un moment, on leur inocule un pathogène
un Phytophthora qui bouffe les racines. Et on regarde le taux de survie de ce Camesiparis mycorhizé. Alors vous voyez qu'on est à 95% de survie. Et on regarde le temps, la survie des non mycorhizés. Ben regardez, là, ils meurent tous, et on n'a que 5% d'arbres qui survivent. Voilà un exemple de protection par les champignons mycorhiziens qui colonisent les racines contre des pathogènes. Donc vous avez à la fois une protection contre les attaques non biologiques et les attaques biologiques par les mycorhizes, ce qui fait qu'au bout de la plante, ben, il y a des protections minuscules, mais quand même très significatives. Et je voudrais vous montrer que c'est pas parce qu'on est sur les racines qu'on ne peut pas avoir un effet ailleurs. Je vais maintenant vous montrer une autre histoire, qui est toujours une histoire de mycorhize, mais qui est un vrai tour de magie. Regardez, il s'agit du tabac. Alors le tabac, c'est une plante herbacée qui a des endomycorhizes. Et on peut donc l'élever soit non mycorhizé, soit mycorhizé avec un champignon qu'on réintroduit dans le sol de façon à ce qu'il s'associe avec les racines du tabac. Et on va prendre une variété moderne, une variété élite. Je vous rappelle que dans les variétés élites, toutes les graines sont génétiquement identiques. Donc en fait, c'est les mêmes génomes, les mêmes types d'individus qui sont mycorhizés ou pas. Mais quand je dis mycorhizé, c'est que le champignon est sur les racines. Mais maintenant, je vais faire une opération qui consiste à inoculer sur les feuilles, très loin de l'endroit où se trouve le champignon mycorhizien, n'est-ce pas, un pathogène, le botrytis, qui est l'agent de la pourriture grise. Et vous voyez que là, il y a des grosses lésions brunes à grises. Alors, on inocule en 2 points la maladie, ici, et puis ici et là. Et puis on regarde les dégâts. Je vous rappelle, mycorhizé ou pas mycorhizé, mais génétiquement identique, c'est le même tabac. Et ce que l'on voit, c'est que les dégâts sur les feuilles sont en pourcentage de feuilles nécrosées, pas trop important quand c'est mycorhizé, très important, regardez toute cette lésion-là, quand c'est mycorhizé, en fait, plus de 2 fois plus important quand le tabac n'est pas mycorhizé, alors que génétiquement c'est le même. Ça veut dire qu'une plante mycorhizée sur ses racines a ses feuilles qui sont moins sensibles aux maladies. C'est énorme. Et quand on regarde la capacité de la plante à fabriquer des différents mécanismes de défense, alors techniquement là, c'est la production d'une protéine qui va découper les protéines du champignon et l'empêcher d'attaquer la feuille. Quand on regarde la façon dont sont allumées les défenses du tabac, on s'aperçoit que quand il n'est pas mycorhizé, les défenses, vous voyez, s'accumulent, sont pas tellement induites, c'est pas fort comme expression, puis c'est lent comme expression. Quand le plant est mycorhizé, il induit très vite et très fort la production de défense. En fait, une plante mycorhizée sur ses racines a dans tout son organisme une façon de se défendre plus fort et plus vite et donc plus efficacement, ce qui réduit la maladie. Ça veut dire que non seulement les mycorhizes protègent contre les maladies en étant sur les racines et en protégeant directement par leur présence les racines, mais aussi elles le font par le biais d'une modification de la plante et de son fonctionnement, par le biais d'une amélioration. Alors ne me demandez pas comment, parce qu'on en est encore à essayer de comprendre comment, et le fait est qu'elles améliorent le fonctionnement du système immunitaire. On ne sait pas encore comment ça marche, mais le fait est là. La défense par les mycorhizes de la plante, c'est à la fois sur les racines où sont les champignons mycorhiziens et à distance par le biais de modifications physiologiques encore mal connues de la plante. En d'autres termes, la mycorhize est non seulement un échange trophique où la plante nourrit en sucre un champignon qui la nourrit à partir des éléments minéraux qu'elle collecte dans le sol, mais c'est aussi une protection réciproque contre les agressions. Vous avez vu tout à l'heure, le champignon planquait ses gouttes de gras, c'est réserve, hein, il planquait ses gouttes de gras dans les racines. Il les protégeait, quoi, des agressions de l'extérieur. Mais vous voyez également que le champignon protège la plante. C'est réellement une interaction alimentaire et de défense. Mais vous le savez, il faut bien réaliser que des champignons, il y en a dans les racines, et ça s'appelle des mycorhizes, mais il y en a partout. Il y en a dans tous les tissus de la plante. Et d'ailleurs, pas que des champignons. Vous savez, une feuille, c'est ouvert sur l'extérieur, parce qu'une feuille, ça respire, ça fait la photosynthèse. Tiens, on va en reparler tout à l'heure. Ça échange des choses avec l'extérieur. Il y a de l'eau qui sort de la feuille. Ça sort par où? Ça sort par des trous.
Il y a des ouvertures qui permettent de respirer. Et bien, qui dit ouverture dit aussi entrée de microbes. Et en fait, ce que vous appelez une feuille, c'est un tas de microbes. Regardez plutôt. Vous avez ici une coupe de feuilles où on a rendu fluorescents les champignons. Alors vous voyez les grandes cellules de la plante qui apparaissent en beige. En noir, ce sont les éléments, les lacunes qui permettent la circulation des gaz dans la feuille. Ça, ce sont les prises d'air. Vous voyez, ça c'est une entrée d'air, là. Là, c'en est une autre, mais pour le coup, il y a un truc qui est en train de rentrer dedans, c'est un champignon. Et vous voyez tous les filaments de champignons, là. Ce que vous appelez une feuille, et même une feuille en bonne santé, c'est plein de champignons. Et ces champignons, ils se nourrissent dans la feuille, mais pour eux, la feuille est le garde-manger et l'habitat. Donc si jamais il arrive un autre champignon, une quelconque agression, il est vital pour eux de protéger la feuille, car c'est leur ressource et leur milieu de vie. Dans une feuille de plante de milieu tropical, on a jusqu'à une centaine d'espèces de champignons. Si vous sortez là et que vous prenez dans votre main une feuille de noisetier, vous serez entre 10 et 20 espèces de champignons différentes qui sont dans cette feuille, même si elle apparaît saine. Et je vais vous montrer à quel point elles défendent la plante. Je ne vais pas être long non plus là-dessus, mais il y a aussi des bactéries. Il y a 100 millions de bactéries par gramme de feuilles. Alors les bactéries, c'est encore plus petit. Hein. Si elles étaient à l'échelle, là, ce seraient des tout petits points. Donc on en met encore plus dans une feuille que de champignons. En fait, une feuille est densément habitée. Et je voudrais vous donner des éléments d'échelle. Parce que quand vous entendez dire que dans un gramme de feuille, il y a 100 millions de bactéries, vous dites, bon, quand même, c'est un peu... bon. Mais c'est parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est tout petit. Bon, un champignon, vous voyez, c'est déjà plus petit qu'une cellule de champignon, c'est plus petit qu'une cellule de feuille, hein, déjà. Bon. Mais les cellules de bactéries sont encore plus petites. Alors je me suis dit, tiens, je suis une bactérie et je regarde une feuille de peuplier. D'accord? Maintenant, je vais essayer de transposer à Marc-André. Quand une bactérie regarde une feuille de peuplier, ça correspond à quoi pour Marc-André à son échelle à lui? Ben, c'est simple. Une bactérie sur une feuille de peuplier, c'est Marc-André dans ça, dans le cadre noir. Ça en fait de la place pour en mettre des Marc-André. Surtout que ça, c'est une vue à plat. Mais la feuille, elle est épaisse. Ça correspondrait à un Paris avec des immeubles de 500 étages. On peut en mettre des Marc-André dans un Paris avec des immeubles de 500 étages. Vous y êtes? En gros, il y a de la place. Et ça, c'est une des choses qui fait que c'est bourré de bactéries et de champignons. C'est que c'est tout petit et il y a de la place dans la plante. Alors maintenant, regardez un petit peu à quel point les protections des habitants de la feuille peuvent être prononcées avec un exemple qui s'est avéré être une catastrophe un peu tard. Regardez plutôt. C'est l'histoire d'une fausse bonne idée qu'ont eu dans les années 30 des sélectionneurs américains qui se sont dit, bon, on élève des vaches dans le Far West, vous savez, c'est les vaches avec lesquelles courent les cow-boys et les Indiens, bon, mais les pâtures ne sont pas terribles. On va essayer de sélectionner une plante qui pousse bien. Et ils vont, dans le Kentucky, isoler un cultivar de fétuc qui vont sélectionner sur plusieurs générations avant de mettre dans le commerce en 1943 une herbe qui pousse superbement. Regardez, prairie ordinaire, prairie avec Kentucky 31. Si vous avez des vaches, vous voulez les mettre où? Bah, a priori, là où il y a à bouffer, hein, je veux dire, là. Mauvaise idée. Parce qu'une fois qu'on a eu planté ça partout et que ça a commencé à pousser superbement, on s'est aperçu que le bétail n'était pas heureux du tout. Il perd ses extrémités, il perd ses sabots, il perd la queue tombe. C'est de la gangrène sèche, le sang passe plus, et en fait les extrémités se nécrosent et tombent. Il passe sa journée à baver à l'ombre, ou s'il peut dans l'eau, alors il y a des vaches qui passent leur journée dans l'eau, hein, c'est pas standard, et il est actif la nuit. Donc il y a des atteintes neurologiques et comportementales. Pas terrible, hein. Et puis il y a plein d'autres problèmes qui font que, quels que soient les paramètres que vous observez, ça se passe moins bien. Il grandit moins vite, donc moins de viande. Il y a plus d'avortements, donc moins de petits. Il y a une réduction de la lactation, moins de lait. C'est une catastrophe qui a un coût énorme, non seulement pour l'agriculture américaine, mais également pour l'agriculture australienne, car très vite, les graines avaient été vendues en Australie. Alors, on est revenu sur cette plante qui était miraculeuse par sa croissance, et on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on a découvert le poteau rose microbien. Regardez plutôt.
Quand on colore une feuille avec le même colorant bleu que j'ai utilisé tout à l'heure, qui colore les champignons, on découvre qu'elle est infestée de champignons qu'on n'avait pas vus. Et ces champignons sont hyper toxiques. Je vais y revenir. Pourquoi on ne les a pas vus? Parce que ces champignons ne sortent jamais de la plante. Alors vous allez dire, s'ils sortent jamais de la plante, comment ils colonisent d'autres plantes? Comment ils se reproduisent? C'est tout simple. Comme ils poussent dans toute la plante, ils continuent à pousser jusque dans les graines. Ils colonisent les graines, et les graines, regardez ici, c'est une graine, et bien dedans on trouve les filaments de champignons. Ils sont devenus héréditaires, et on ne les voit pas de l'extérieur parce qu'ils passent leur vie, et ils se bornent à coloniser la génération suivante. Or, ces champignons sont extrêmement toxiques. Ils produisent des composés proches du LSD, d'où des altérations de comportement des vaches. Ils produisent des vasoconstricteurs que certains connaissent peut-être pour en prendre contre l'allergie, ergotamine, diergotamine. Ils produisent également des composés anti-insectes. Ils produisent également des composés capables de provoquer peu importe, des altérations rénales et hépatiques. En fait, c'est des bombes chimiques. Et ce que les sélectionneurs ont sélectionné entre 1931 et 1943, sans s'en apercevoir, c'est des champignons de plus en plus toxiques, puisqu'ils étaient embarqués dans les graines. En sélectionnant les graines qui poussaient mieux, ils poussaient simplement les graines qui donnaient les plantes les moins attaquées, car les plus toxiques. Ils ont sans vouloir sélectionné des plantes hyper toxiques en sélectionnant le champignon le pire. Et effectivement, quand les vaches n'ont plus que ça à manger, eh bien le pire finit par être visible. Sans le vouloir, on a sélectionné des plantes hyper toxiques. Et pour le coup, c'est un désastre, car aujourd'hui, eh bien, Kentucky 31 est devenue une plante invasive que rien n'arrête, puisque très peu de choses la mangent, sans s'en trouver indisposées. Aujourd'hui, Kentucky 31 est une plante invasive qui menace les écosystèmes américains. Alors, dans l'expérience qui suit, vous allez voir que c'est bien le champignon qui est important. Regardez, en 94, vous plantez des graines de Kentucky 31, soit des graines standards où il y a ce qu'on appelle l'endophyte, c'est-à-dire le champignon qui vit dans la plante, et vous voyez que ça fait 80% de la biomasse du champ, et d'une année sur l'autre, ça reste constant, voire même ça augmente. La plante est vraiment très performante et elle reste dans le champ, mais vous pouvez aussi planter vos graines après les avoir plongées dans un fongicide qui a tué le champignon. Et c'est ce qui se passe en rouge. Et là, vous voyez que la première année, comme vous avez mis plein de graines, Kentucky 31 représente 80% de la biomasse du champ, mais ensuite, au cours des années, la biomasse chute, Kentucky 31 régresse, tandis que les autres graminées, les autres plantes du champ, commencent à reprendre du poil de la bête et à redevenir plus abondantes. Ce que ça veut dire, c'est que privé du champignon, Kentucky 31 n'est pas un truc très compétitif ni très efficace, il l'est uniquement avec la protection de son endophyte. Et vous voyez comment, par rapport aux brouteurs et aux agressions aussi des insectes, ce que je n'ai pas montré, la présence d'un champignon dans les feuilles peut être quelque chose de vital qui change le succès écologique. Entre une plante qui peut être invasive et qui représente 80% de la masse du champ et ce machin qui est en train de régresser, là, la différence, c'est un champignon protecteur. Bien. Alors, c'est dramatique parce que Kentucky 31 est toujours vendu pour faire des grilles. Eh oui, les grilles, il faut qu'ils soient très verts, il ne faut pas qu'ils attrapent de maladies. Donc c'est toujours en vente dans le commerce. Hein. Allez sur Internet, vous aurez autant de graines que vous voudrez. Je termine par une protection totalement inattendue, opérée dans les feuilles par un champignon, en vous emmenant toujours aux États-Unis à Yellowstone. Nous allons dans les sols volcaniques, vous voyez les fumerolles là, de Yellowstone, où pousse une pauvre petite herbe, le dicanthélium. Pas bien grosse, hein, si vous regardez le canif. Alors, dicanthélium a cette caractéristique, c'est que ses feuilles sont bourrées d'un champignon qui s'appelle un curvularia. Et une deuxième caractéristique aussi, c'est que cette plante résiste au chauffage du sol par les fumerolles. Alors, on va justement faire pousser cette plante sur des sols à 40 degrés, avec ou sans son curvularia. C'est très simple, ceux-là, on les arrose de fongicides. Il n'y a plus de curvularia dans les feuilles. Vous voyez ça tous. Maintenant, on monte la température. On la monte à des températures qui sont communes dans les sols à fumerolles, à 45 degrés. Et là, miracle, en présence de curvularia, ça continue à pousser, même si ça pousse moins bien. En absence de curvularia, ça ne pousse pas. Et le mieux, c'est qu'au laboratoire, quand on cultive les curvularia, au-dessus de 35 degrés, ils sont morts.
Donc on a ici quelque chose d'absolument formidable, qui est que les deux ensemble, en s'entreprotégeant, sont capables d'affronter des températures élevées, alors que séparément, ils en sont infoutus. En gros, l'histoire, c'est une histoire d'antioxydants. C'est-à-dire que quand les deux sont en présence, ils mettent en place des systèmes antioxydants qui les protègent des accidents cellulaires liés à la chaleur. Mais peu importe le mécanisme, le fait est là. Vous voyez que finalement, j'ai une plante qui vit sur des sols à fumerolles, des sols extrêmement chauds, qui ne vivraient pas sans un champignon qui habite ces cellules. Et voilà, construite par rapport à des agressions comme des herbivores ou à des agressions physico-chimiques comme la température, voilà construite la protection de la plante avec la présence de microbes. Bien. Alors vous allez me dire, ok, qu'est-ce qui reste à la plante? Il lui reste ses cellules. Parce que quand même, vous voyez, le champignon, il se met entre les cellules de la plante, les microbes de toutes sortes, les bactéries colonisent les interstices. Bon. Vous vous rappelez cette plante-là? Le maïs. On dit le maïs, hein, personne n'est choqué par ça. Bon. Le maïs, il est, comme toutes les plantes, vert. Il est vert parce qu'il contient de la chlorophylle, et dans les cellules du maïs, la chlorophylle est dans des petites particules qu'on appelle les chloroplastes, qui sont en fait des endroits où, grâce à la chlorophylle, on absorbe l'énergie lumineuse et on peut transformer le gaz carbonique de l'atmosphère en sucre. Ça s'appelle la photosynthèse. Et le chloroplaste, c'est tout simplement l'endroit où la plante fabrique du sucre. Ce sucre, notamment, dont elle donnera une partie à ses champignons. Bon. Mais ce qu'on a découvert ces dernières années, c'est que ces particules colorées qui sont dans la cellule, en fait, sont des bactéries. En fait, ce sont des bactéries qui appartiennent à un groupe bien connu des microbiologistes, les cyanobactéries. Je vais vous en montrer tout de suite parce que vous les avez vues, les cyanobactéries, vous les connaissez très bien. Et il y en a qui vivent dans les cellules des plantes depuis des millions et des millions d'années. Elles sont transmises de génération en génération parce qu'elles sont devenues des composants ordinaires des cellules. En d'autres termes, ce qui a permis aux plantes de devenir photosynthétiques, c'est qu'un de leurs ancêtres a absorbé une cyanobactérie capable de faire de la photosynthèse. Alors voilà un paysage qui est banal à première vue, où on voit tout un tas de plantes. Bon, maintenant on sait qu'elles sont vertes parce qu'elles contiennent des cyanobactéries. Et puis on voit que la roche, il y a des espèces de pissures un petit peu grisâtres. Hein. Vous voyez, il y a une espèce de patine grise sur la roche. C'est ce qu'en ville on appelle à tort la pollution qu'il y a sur les bâtiments. Aujourd'hui, il n'y a plus de pollution noire sur les bâtiments. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de fumée de charbon en ville. Il y a juste cette espèce de patine que prennent les bâtiments avec le temps, qui est une colonisation par les cyanobactéries. Les cyanobactéries, c'est des bactéries photosynthétiques qu'on trouve sur les bâtiments et sur les falaises et sur les rochers. Et ce paysage, il est à la fois coloré par des cyanobactéries qui vivent libres et d'autres qui vivent dans les cellules de plantes. En fait, l'idée, c'est que l'ancêtre des plantes devait ressembler à un truc comme ça. Ça, c'est une amie, mais vous voyez qu'elle se nourrit en avalant des cellules, dont certaines cellules photosynthétiques. Et ce que l'on pense, c'est que l'ancêtre des plantes devait être un truc comme ça, qui se nourrissait en absorbant des proies, notamment des cyanobactéries. Regardez ici une paramécie, dans laquelle on devine des proies en cours de digestion. Vous allez voir d'ailleurs la capture par cette paramécie d'une proie, vous voyez qu'elle est emballée là, dans une vésicule de stockage. Alors dans ces cas-là, la proie finit digérée. Et ce que l'on pense, c'est qu'en fait, l'origine des plantes, c'est simplement l'histoire d'une indigestion. C'est un truc comme ça qui devait manger des cyanobactéries, puis qui un jour n'a pas digéré la cyanobactérie et a commencé à utiliser le sucre qui pouvait en ressortir. Cette cyanobactérie, elle s'est multipliée à l'intérieur des cellules, et donc toutes les cellules descendantes de cette cellule initiale ont contenu des bactéries et sont devenues photosynthétiques. Voilà ce qui a pu être le lointain ancêtre des plantes, et qui nous montre qu'un truc vraiment important dans la plante, qui est de faire de la photosynthèse, c'est une présence bactérienne au cœur de la plante qui l'assure. Alors, vous savez que les plantes ne se bornent pas à faire la photosynthèse. Comme vous et moi, elles respirent aussi. Et quand il n'y a pas de lumière, et quand elles ne peuvent pas synthétiser des sucres à partir du CO2, au contraire, eh bien, elles respirent. Et on vous dit souvent que la nuit, les plantes produisent du CO2. On vous dit aussi d'ailleurs souvent à tort qu'il ne faut pas dormir dans une pièce avec une plante,
Mais c'est faux parce que la plante produit bien moins de CO2 que moi, donc si cette histoire-là était vraie, il ne faudrait pas dormir à deux dans le même lit. Parce que ça produit encore plus de CO2, un partenaire. Bon, donc les plantes respirent comme vous et moi. Mais qu'est-ce qui respire dans les plantes? Alors, vous allez voir, c'est la même histoire. Ce sont des petites parties de la cellule qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, nous aussi, nous en avons pour le coup. C'est des choses qui transforment les sucres en CO2, ce CO2 que nous allons rejeter, nous, dans notre respiration, que la plante rejette par tous ses pores, si j'ose dire, et la nuit, tout au moins. Et puis ça libère de l'énergie qui permet de bouger. Depuis tout à l'heure, si je vous saoule, et si je m'agite, c'est parce que j'ai des mitochondries qui libèrent l'énergie du sucre du repas de midi. Et ces centrales énergétiques, en fait, on sait aujourd'hui que ce sont des bactéries. Ce qui en nous permet de libérer l'énergie du sucre, en utilisant d'ailleurs l'oxygène et en libérant du CO2, c'est des bactéries qui vivent dans nos cellules ou qui vivent dans les cellules des plantes et qui leur permettent la nuit, ou pour les parties qui sont à l'abri de la lumière comme les racines, de faire leur énergie. Bon, alors, au total, quand on regarde une cellule de plante, eh bien on s'aperçoit que il y a la cellule de la plante et qu'elle contient des bactéries photosynthétiques et des bactéries qui respirent. Et oui, on avait dit que c'était le maïs. Il y a 3 trucs dedans. Oui, quand on regarde une plante, elle contient des chloroplastes, et ça, c'est des bactéries embarquées, et elle contient des mitochondries, et ça, eh ben, c'est des bactéries embarquées aussi. En d'autres termes, aussi, la respiration comme la photosynthèse sont des dons bactériens aux plantes, qui ne sauraient pas le faire sans ces passagers embarqués. Alors très bien embarqués d'ailleurs, parce qu'ils sont héréditaires de génération en génération, il n'y a pas besoin de les retrouver dans la nature. En général, les plantes les reçoivent de leur mère, comme nous d'ailleurs, nous recevons nos mitochondries de notre mère. J'ai presque fini. Je voudrais vous montrer un autre rôle des microbes, un dernier rôle. En fait, jusqu'ici, nous avons surtout parlé de nutrition et de protection, qui sont des fonctions importantes dans la survie et dans la réussite de la plante. Mais il y a un autre rôle. Depuis tout à l'heure, je vous montre cette image où il y a des arbres. Est-ce que quelqu'un est gêné par ces arbres? Est-ce qu'ils ont quelque chose de bizarre? Oui, enfin, ils ont tous le même âge. Bon, c'est sans doute une plantation, mais ouais, enfin, c'est des arbres avec un tronc et puis des feuilles dans l'eau, d'accord? Rien de bizarre, ça. L'espèce, c'est des hêtres. Non mais moi je peux vous assurer que c'est pas normal comme forme du tout pour un arbre. C'est pas normal du tout. Pourquoi? Parce que ces arbres, ils ont été jeunes. Et quand ils étaient jeunes, ils ont eu des branches dès la base. Et vous savez que les arbres, ils grandissent pas de façon télescopique, en déboîtant une tige qui porte en hauteur les branches du bas. Ils grandissent par le bout. Donc quand le tronc fera cette taille-là, ben, il devrait y avoir des branches qui dépassent. Les branches que l'arbre avait quand il était arbrisseau. Elles sont où les branches là? Ah, personne ne va tailler les branches dans la forêt. D'ailleurs, entre nous, quand l'arbre pousse tout seul, elles sont là, les branches, dès la base. D'accord? Alors, qu'est-ce qui arrive en forêt? Ah, oui, les branches du bas, elles n'ont pas de lumière. Bon, donc elles vont mourir, mais elles devraient rester même mortes. Est-ce que je vois des branches mortes qui dépassent? Alors, la réponse est parfois oui. Je vous emmène en Bretagne, où on a planté des haies de Cupressus et de pin insignis venus de Californie. Et puis, comme les agriculteurs, on leur offrait ça au remembrement pour qu'ils remembrent. Hein. Et puis, ils en avaient trop des plants, donc ils se sont dit, tiens, on va faire des forêts, comme ça on vendra le bois. Vous allez voir que ça n'a pas marché. Voilà une forêt mélangeant des Cupressus et des pin insignis. Vous remarquez qu'il y a un truc bizarre dans cette forêt, c'est que là, les branches basses, elles n'ont pas disparu. Elles sont moribondes ou mortes parce qu'il n'y a pas de lumière, mais elles sont toujours là. Rappelez-vous que ce sont des arbres introduits. Et en fait, ils ont été introduits sans les microbes qui font le boulot. Qu'est-ce qui se passe sur une plante ordinaire? Les branches basses finissent par se faire attaquer par des champignons. Voilà une mucidule qui attaque les branches basses du hêtre, par exemple. Hein. Ces branches sont soit faiblardes et se chopent des parasites de faiblesse, un petit peu comme des patients immunodéprimés attrapent certaines maladies que
les gens en bonne forme n'attrapent pas. Donc soit c'est des branches vivantes mais pas en forme qui attrapent des maladies, soit c'est des branches mortes qui se font décomposer. Bon, là par exemple, ça c'est une maladie de faiblesse. Et donc toutes les branches basses se font boulotter par des champignons. Éventuellement elles se font tuer, puis manger, soit elles sont déjà mortes parce qu'elles n'avaient pas de lumière, elles se font manger. Et qu'est-ce qui va se passer petit à petit? Ça se fait boulotter jusqu'au tronc, et là, les champignons qui mangent les branches n'arrivent pas trop bien à se développer dans le tronc parce que là le bois est plus massif et il y a moins d'oxygène, l'apport d'air est moindre dans le tronc. Donc le champignon cesse de vivre, il n'a plus rien à manger. Rassurez-vous pour lui, vous avez vu qu'entre-temps, il a produit des spores et il va bouffer sur d'autres. Bon. Mais l'idée, c'est qu'il y a des champignons qui sont capables de détruire ces branches. Ces champignons sont souvent spécifiques de chaque espèce d'arbre, et souvent, les espèces introduites n'ont pas été introduites avec les champignons qui font ce boulot. Ce boulot, ça s'appelle de l'élagage, et ceci, c'est de l'élagage naturel, qui a des vertus énormes. Pourquoi ? D'abord parce qu'une fois que la branche a disparu, vous voyez que la zone en croissance, ce qu'on appelle techniquement le cambium, fait un bourrelet qui se referme, et même s'il reste la trace de ce qui a été la branche, maintenant vous avez une fermeture complète, une refermeture du tronc, et le tronc va faire maintenant des cernes continues, là où avant il emballait par sa croissance un moyon de branche. Et ceci a des conséquences majeures. D'abord, le bois est plus continu et donc ça fait des troncs qui sont plus résistants au vent, plus résistants à la cassure que s'ils se développaient en englobant des branches mortes ou moribondes qui sont mal raccordées à la fibre du bois qui se développe tout autour. Donc déjà, ça fait un bois qui se tient mieux et ça fait un tronc qui joue plus son rôle de tronc. La deuxième chose, c'est que comme ça cicatrise, ça empêche l'entrée de maladies de cœur, c'est-à-dire de champignons qui, eux, savent manger le cœur d'un arbre. Ça finit toujours par arriver, hein. Quand les arbres vieillissent, ils finissent par devenir creux. Mais au moins, ça retarde le moment où un champignon arrivera à entrer. La plupart des arbres qu'on voit en forêt, ils ne sont pas creux, parce que justement, tous les moignons de branches mortes ont disparu et ont été remplacés par une cicatrisation de l'écorce. Bref, ça protège l'arbre des attaques, ça rend le bois plus résistant mécaniquement, et puis, surtout, ça explique ce tronc, ça explique cette forme, où un fût tout droit, au moins quand un arbre est planté dans sa zone d'origine et il rencontre les champignons qui jouent le rôle d'agent d'élagage, ça explique cette forme. En d'autres termes, la forme d'un arbre, c'est une sculpture microbienne. C'est sculpté par des champignons qui retirent les branches basses, au moins quand cet arbre grandit en peuplement serré et que les branches basses reçoivent moins de lumière. Il n'y a pas que les hommes qui sculptent les plantes. Pour le coup, ceci est aussi une sculpture, mais une sculpture de champignons. Et vous voyez que derrière quelque chose de tout à fait ordinaire comme la forme d'un arbre en forêt, il se cache aussi une présence microbienne qui n'est ni nutritive, ni protectrice, même si on a vu que c'est quand même bon pour protéger le bois de cœur, qui est cette cicatrisation par résorption des branches, mais qui est simplement une aide au développement de la forme. C'est un agent de développement. Et ça, finalement, ça résume l'histoire des plantes et des microbes. Les microbes se nichent dans toutes leurs fonctions. Toutes. J'en ai une dernière pour vous. C'est la fleur. Et je vous ai pris le sureau, qui est une fleur extrêmement odorante, hein, une fleur tellement odorante qu'on en fait des sirops ou même des alcools. Bon. Alors, une équipe s'est amusée à stériliser les feuilles, les fleurs, en les encapsulant dans un petit sac et en mettant dedans un agent antibactérien gazeux. Et on va comparer la production d'odeurs, en l'occurrence ce sont des terpènes, par soit des fleurs, des groupes de fleurs qui n'ont pas reçu de traitement, vous voyez qu'il y a une certaine production, bon, qui au bout de 8 jours commence à fléchir parce que ça devient vieux, et en rouge, voilà les fleurs traitées. Alors au début, avant d'être traitées, elles produisent aussi beaucoup d'odeurs, et après le traitement, regardez, elles en produisent 3 fois moins que les fleurs non traitées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'odeur des fleurs, c'est une histoire de bactéries. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas les fleurs qui produisent les molécules, mais les bactéries les retouchent d'une façon qui les rend volatiles
et quelque part, ce sont les bactéries qui ici conduisent à la volatilisation des odeurs. C'est pas elles qui préparent les odeurs, elles terminent la fabrication pour les rendre volatiles. Et sans bactéries, les fleurs sont 3 fois moins odorantes. C'est énorme, parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'est pas une seule fonction de la plante. J'aurais pu vous parler de la germination des graines qui baisse quand on stérilise les graines. J'aurais pu vous parler d'un petit peu toutes les fonctions de la plante. On peut toujours trouver ici ou là une contribution microbienne. Alors les microbes ne font pas tout. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les maîtres de cette histoire. Parce que clairement, ils sont aussi dépendants de la plante. Hein. Les microbes qui font l'odeur dans les fleurs, c'est surtout pour eux, c'est un sous-produit du fait qu'ils se nourrissent et qu'ils habitent là. Hein. C'est une dépendance réciproque, mais clairement, il y a là, derrière ce que nous voyons à l'œil nu comme une plante, en réalité une communauté de microbes. J'aime bien citer, pour résumer la situation de la plante, dont et les racines et les parties aériennes sont bourrées de microbes avec lesquels elles établissent des liens, des interactions à bénéfice réciproque. J'aime bien citer ce vers de Marlène Dietrich dans l'Ange bleu. Hein, je suis inscrit dans l'amour de la tête aux pieds. Bien, c'est pareil, les plantes, elles sont dans le lien à bénéfice réciproque, dans l'amour, pourrait-on dire métaphoriquement, avec les microbes, des racines aux bourgeons et aux fleurs. Et ça a une conséquence importante. Parce que vous voyez que les plantes se sont construites dans leur évolution pour toutes leurs fonctions autour des microbes. Et quand nous avons commencé à vouloir produire plus de plantes, nous avons essayé de pourvoir à leur alimentation et à leur protection d'une façon chimique, alors même que dans leur construction, elles étaient appuyées pour se nourrir et se protéger sur des microbes. Nous avons développé des engrais. Le problème, c'est que quand une plante a beaucoup d'azote et de phosphate dans le sol, elle n'interagit plus avec le champignon. C'est pas la peine pour elle de donner du sucre à un champignon pour recevoir des ressources qu'elle trouve elle-même dans le sol. Et du coup, il y a beaucoup moins de mycorhizes sur des plantes qui sont dans des sols engraissés. Bien. Comme il n'y a plus de mycorhizes, il y aura moins de champignons et donc la génération de plantes suivantes, il y aura vraiment intérêt à mettre des engrais parce qu'il n'y a plus forcément d'auxiliaires naturels de nutrition et voilà un premier cercle vicieux. Mais c'est pas tout, parce qu'on a vu ensemble que les mycorhizes et l'interaction étaient protectrices et vous perdez la protection. Du coup, vous êtes obligé de mettre plus de pesticides pour protéger vos racines et vos feuilles, puisque vous avez perdu cette protection locale et systémique par les mycorhizes. Qu'est-ce qui se passe? Vous mettez des pesticides, c'est pas grave. Mais comme les pesticides, et notamment les fongicides, sont pas très bons pour les champignons, le sol contient beaucoup moins de capacité à inoculer les racines. Et donc il y aura de moins en moins de mycorhizes et d'interactions. Et voilà un deuxième cercle vicieux. En fait, l'agriculture conventionnelle, elle a débouché à 2 cercles vicieux qui, autour de la nutrition et de la protection, diminuent l'interaction et augmentent la dépendance aux intrants. Attention, on est dans une époque qui fustige les agriculteurs. Les agriculteurs qui ont fait ça et ça, c'est pas des terroristes, hein, ils ont fait ce qu'on leur a appris à l'école. Et de fait, ils sont arrivés à un résultat majeur, c'est que plus personne en Occident ne meurt de faim. Presque plus personne. Ils sont arrivés à un résultat quantitatif qui est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de famine. Ça, on a tendance à l'oublier. Bon. Cela dit, il y a des effets de bord, comme les effets de bord de la présence des pesticides dans les aliments, ou le fait que quand on met des engrais dans des sols pour qu'ils soient riches, il y a une partie de ces engrais qui vont faire de la pollution azotée ou phosphatée dans les eaux continentales. Et donc aujourd'hui, vous et moi, on a envie de maintenir une production quantitativement importante en augmentant la qualité. Quelque part, il y a eu une vertu à ça. Mais il y avait un défaut, c'est que ça niait la donnée de base, qui est que les plantes sont construites sur des microbes, qui est que les plantes, et on pourrait le dire aussi de quelques autres phénomènes, ne sont jamais seules. Alors ça pourrait être le titre d'un livre, mais l'idée qui est importante derrière, c'est surtout cette idée que demain, la prise de conscience que les microbes sont au fond de toutes les fonctions des plantes nous donne des leviers nouveaux pour aider les plantes à accomplir ces fonctions en remplaçant la béquille chimique que nous avons mis derrière la production végétale par d'autres moyens d'action dont j'ai le regret de vous dire qu'il reste largement à inventer. Donc c'est pas demain qu'on aura un label mycorhizé sur les marchés, n'est-ce pas?
il y a vraiment des itinéraires techniques à inventer, mais il y a là quelque chose qui, pour la prochaine génération, peut lui permettre de résoudre tout un tas d'impacts environnementaux et sur la santé liés à l'agriculture traditionnelle, en retrouvant cette logique dont j'ai même montré à l'aide de fossiles qu'elle avait au moins 400 millions d'années, qu'on ne fait pas de plantes sans microbes. Et c'est ça que je voulais vous raconter aujourd'hui. Peut-être le temps de quelques questions. N'hésitez pas. Pourquoi les forestiers n'ont pas introduit de champignons qui attaquent les branches des Douglas? Alors, quand ils ont vu que... Alors, c'est une bonne remarque. Le Douglas est aussi une essence introduite d'Amérique qui s'élague très mal. C'est vrai aussi pour l'épicéa qui est introduit en plaine, alors que ce n'est pas du tout son écosystème d'origine. Et donc, dans les deux cas, épicéa en plaine ou Douglas en Europe, ça s'élague mal. Vous savez ce qu'ils ont fait, les forestiers? Ils ont inventé l'élagage manuel. C'est-à-dire qu'ils passent dans les plantations et puis ils élaguent à la main, ou même maintenant avec des élagueuses mécaniques qui grimpent autour de l'arbre en sciant toutes les branches jusqu'à une certaine hauteur. Ils ont encore pensé, suppléés par l'action humaine, parce qu'ils ignoraient la présence de microbes dans la fonction ordinaire. Voilà ce qui s'est passé. Et oui, en fait, s'ils ne l'ont pas fait, pour le coup, c'est qu'ils l'ignoraient. Je vais vous dire, les agents d'élagage naturel, les champignons d'élagage naturel sont bien connus des mycologues qui ont repéré qu'il y a certaines espèces qui trouvent que sur les branches basses en train de crever. Mais il n'y a aucun travail là-dessus. Personne n'a jamais vraiment travaillé sur ce phénomène. Ce que je vous ai dit là est tellement, et même méconnu de la recherche scientifique. Donc on n'a pas... Aujourd'hui, vous me demanderiez par exemple ce qu'il faut introduire pour que l'épicéa s'élague bien en plaine. Je ne sais pas trop bien. Et donc, il y a là un déficit de recherche et on retombe là-dessus. Maintenant que la porte est ouverte en disant tiens, on pourrait faire ça avec des microbes, on va regarder si c'est faisable. Mais il reste, c'est pour ça que je dis que les solutions microbiennes pour la gestion de la production végétale restent à inventer. On voit les pistes, mais le savoir-faire va demander qu'on revienne à bien voir comment ça marche et ensuite comment mobiliser ça. Bref, il n'y a pas de recherche, c'est un truc qui est très peu connu et en plus on a d'emblée pensé à une solution purement mécanique. L'élagage manuel. Mais qui coûte par contre. Oui, s'il vous plaît. J'ai 3 vieux colliaciers, des monuments historiques, et ils sont bouffés par la moniliose. Alors, qu'est-ce que je pourrais leur refiler comme microbe avant d'aller chez Monsanto? Merci. Alors, je dois vous avouer une chose, qui fait d'ailleurs mon admiration quand je vois des gens comme Evelyne travailler les mains dans le cambouis du végétal. Moi, j'ai une vision générale de ça. Je travaille sur les mycorhizes. Les quelques trufficulteurs qui sont dans la salle savent qu'on travaille sur la truffe, mais que les résultats qu'on produit n'ont toujours pas révolutionné la production de truffes. Je suis plein d'humilité, moi, par rapport aux gens qui ont à prendre des décisions par rapport à la gestion, car moi, je ne connais pas les itinéraires techniques. J'ai tendance à vous recommander 2 choses. La première, c'est de ne pas utiliser tous les kits microbiens en vente dans le commerce. Parce que pour le coup, il y en a qui sont testés et d'autres qui ne sont pas testés. Donc vous avez des chances d'acheter un truc pour rien. Et assez souvent, en plus, c'est des souches introduites, exotiques. Et ça, vous savez qu'introduire des plantes exotiques, c'est pas toujours bien. Alors des microbes exotiques, vos petits-enfants risquent de vous le reprocher. Donc voilà. Après, si vous avez la garantie qu'on vous propose des solutions à pulvériser, parce que c'est ça souvent, on a des pulvérisations foliaires ou sur les fruits qui sont proposées, et vous avez envie d'essayer, vous êtes sûr que ce n'est pas un microbe introduit, que c'est bien un microbe européen. Bon, alors à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser. Je vous recommande de faire des tests vous-même. Bon, vous en avez 3, imaginons que vous en ayez 4, ce serait mieux. Vous en pulvérisez à fond pendant 2 ans, 2, et les autres, vous ne faites rien. Puis vous regardez ce qui se passe. Mais de grâce, s'il vous plaît, n'appliquez pas le traitement sur tous les pieds. Aujourd'hui, on est loin d'avoir des traitements vraiment calés, et puis en plus, il y a des variations d'une variété de cognaciers à l'autre, par exemple, ou d'un sol, ou d'un écosystème à l'autre.
Donc essayez chez vous, mais essayez toujours avec un contrôle. Faites-vous votre opinion, et ne faites pas votre opinion en traitant vos 3 cognaciers, parce que là vous ne saurez pas ce qui serait passé si vous n'avez pas traité. Faites des contrôles. Et essayez de faire sur un coin de table chez vous ce qu'un jour, et ce que déjà d'ailleurs la recherche essaie de faire. C'est-à-dire voir ce que valent certains itinéraires techniques par rapport à rien faire. Désolé, c'est super vague, hein. Et en plus pour la table, j'en sais rien. Il ne faut pas hésiter des fois à dire qu'on ne sait pas. Oui, merci beaucoup de votre intervention. Est-ce que les connaissances que vous nous avez apportées sont prévues dans la formation des futurs ou des actuels agriculteurs et forestiers? Et moi, ce qui reste peut-être à inventer, c'est le lobby des mycorhizes et des bactéries. Oui, mais comme il génère moins d'argent pour l'instant, ses moyens risquent d'être plus limités. Alors, pour moi, je pense que vous touchez un point crucial. Je ne pense pas qu'on va changer le monde avec la génération actuelle. Ok ? La plupart d'entre nous ne sont pas assez flexibles pour revoir leur façon d'être par rapport au monde. Moi, j'ai bien compris qu'il faut manger moins de viande, ouais, mais n'empêche que j'en mange toujours trop. Et donc, si vous voulez, certains d'entre nous sont flexibles. Hein. J'ai pas dit qu'il y avait des âges où on ne changeait plus. Mais le secret de la réussite massive, c'est de mieux préparer la génération suivante. Je ne connais pas l'enseignement agricole très bien. Je sais qu'il y a dans l'enseignement agricole des enseignants dans les écoles sont vraiment des promoteurs du sol vivant, de l'interaction comme le moyen de comprendre le fonctionnement de la plante. Je ne peux pas juger les programmes. Le combat de ma vie, à moi, c'est les programmes du secondaire, d'enseignement général. Et ça fait plusieurs fois que je fais partie des commissions de programme et que j'essaie de pousser à présenter aux gamins la présence des microbes, ceux qui font de bien et ceux qui font de mal, parce qu'il faut quand même aussi des fois se méfier des maladies. On sait tous que les plantes comme les hommes peuvent attraper des maladies microbiennes, mais en même temps qu'ils sont ni bons ni mauvais essentiellement, mais qu'on peut aussi s'en servir. Et ça, j'y crois vraiment, et je peux vous dire que dans l'enseignement général, le mot mycorhize revient de la 6e à, on est en train d'écrire les programmes là, pour le lycée, à la première, au moins, peut-être la terminale. Sauf que la réforme du bac a supprimé l'enseignement des SVT en première et en terminale, et donc c'est dans les programmes d'option en première et en terminale qu'il y en aura ou qu'il n'y en aura pas. En d'autres termes, la génération suivante, on essaie de la former, mais quand on vient de nous couper les heures de formation, ça c'est un aspect de la réforme du bac qui est passé assez méconnu. Hein. Plus de SVT, plus de physique-chimie, plus de maths, plus d'enseignement numérique, juste un tas de 2 heures pour l'ensemble des 4 matières, enseigné par un prof d'une des 4 matières. Ça, c'est un vrai scandale, hein, parce que c'était changer la génération suivante, c'est comme ça qu'on change le monde. Je pense aux problèmes climatiques qui étaient soulevés juste avant. Clairement, la génération suivante, on peut la préparer à vivre dans ce monde-là, qu'elle aura à gérer plus encore que moi, par exemple. Hein. Moi, dans 30 ans, c'est fini le problème du changement climatique. Ce sera juste ma vitesse de décomposition que ça va affecter. Et on a perdu ce levier sur la génération suivante, hein, ce levier de formation, et c'est dramatique. Dans le cadre des recherches, est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites sur donc des nouvelles symbioses ou donc des mycorhizes pour adapter les plantes, évidemment, au réchauffement climatique? Elles ne sont pas vraiment faites comme ça, et peut-être un jour il faudra qu'elles le soient d'ailleurs, mais celles que je connais évaluent surtout le fonctionnement de l'interaction en fonction du climat. C'est-à-dire, vous prenez votre association, vous la faites fonctionner dans le climat actuel, puis vous changez la température et ou la concentration en CO2. Et en particulier, on s'aperçoit d'une chose assez intéressante, c'est que quand on augmente le CO2, on augmente la photosynthèse, donc il y a plus de sucre qui passe dans les champignons, donc les champignons respirent plus, et en fait, ils se mettent à respirer beaucoup plus. Ce qui fait qu'ils renvoient plus de CO2 dans l'atmosphère, et que finalement l'augmentation de photosynthèse ne joue pas tellement sur le piégeage du CO2, en tout cas beaucoup moins qu'on pourrait s'y attendre s'il continuait à respirer autant que maintenant. Donc il y a des effets comme ça de rétroaction qui sont très étudiés. Puisque vous parlez de ça, j'aimerais vous parler d'une étude très inquiétante que vous avez peut-être croisée à propos de la décomposition par les champignons dans le sol.
comme on vient de le dire, l'augmentation du CO2 et de la température augmente la photosynthèse. Et en première approximation, on peut dire, chouette, ça va mettre plus de CO2 dans la masse végétale, et puis cette masse végétale, quand elle meurt, elle reste dans les sols un certain temps, avant de se décomposer, et donc on va piéger du CO2, au moins il y a une partie qui sera piégée. Oui, mais quand on réchauffe, les microbes se mettent à respirer beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. Et en fait, l'accélération de la respiration microbienne dans les sols qui relâche du CO2 s'accroît plus vite que ne s'accroît la photosynthèse. Et donc, les deux courbes vont se rencontrer, et actuellement, quand on augmente la température, on met du carbone dans le sol, parce qu'on fait plus de photosynthèse, il y a plus de carbone dans le sol, mais d'ici 10-15 ans, comme les sols respireront plus, ils vont commencer à déstocker du carbone. Même s'il en arrive plus, ils en émettront encore plus sous forme de CO2. Donc le réchauffement climatique active plus la respiration du sol que la photosynthèse. Les deux augmentent, mais la respiration du sol augmente plus vite, donc à terme, les sols deviendront des producteurs de CO2. Ça fait froid dans le dos, parce que dans les modèles de réchauffement climatique actuels, le sol piège du carbone. Mutatis mutandis. Hein? Ben, pas toujours. Ça c'est la très très mauvaise nouvelle qui est parue il y a 6 mois dans Nature. S'il vous plaît, j'ai bien noté dans votre précédente intervention, vous faisiez état d'un souhait de votre part d'inoculer dans les programmes scolaires ce dont vous faites état. Néanmoins, ma question, en ce qui concerne les travaux de l'INRA, premier point, les programmes au niveau des grandes écoles d'agronomie. Vous avez dit, nous sommes une génération qui n'est peut-être pas très flexible et ça touchera les générations suivantes. Aujourd'hui, prend-on en compte ce dont vous avez fait état au cours de votre intervention? Merci. Alors là, vous parlez plus de la formation des élites techniques, de la gestion des écosystèmes, et là, c'est nuancé. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est que je vois mes anciens étudiants qui ont travaillé avec moi sur les mycorhizes rentrer à l'INRA avec une facilité déconcertante. Elisa Tachen, que connaissent les trufficulteurs dans cette salle, a quand même trouvé un poste à vie 6 mois après sa thèse. C'est rarissime. Ça veut dire qu'en recherche, aujourd'hui, il y a vraiment des programmes et des laboratoires entiers qui commencent à se saisir de ça. Bien. La deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles d'agronomie. Et là, on retourne à ce qu'on disait sur les écoles d'agriculture, enfin sur les lycées agricoles. Il y a une très grande variabilité d'une école à l'autre. C'est pas homogène. Certaines se sont résolument tournées vers des enseignements avec des microbes, d'autres, en revanche, sont plus restées dans des voies traditionnelles. C'est pas homogène. Bon. Mais il y a quand même des écoles qui font beaucoup d'enseignements qui préparent les futurs ingénieurs agronomes, ou même d'ailleurs des techniciens, à utiliser ça. Maintenant, je ne vais pas parler d'une institution à laquelle j'appartiens, donc je ne vais pas citer son exemple, mais il existe des académies dans lesquelles le débat est violent entre les tenants de l'agriculture conventionnelle et les tenants d'une autre agriculture. Et là, on sent bien que dans les élites de décideurs, il y a encore... ça n'a pas basculé. Je ne parle pas de l'Académie d'agriculture, ni des débats que nous avons régulièrement en séance, où c'est très très saignant, et ça montre bien que la génération qui est à la décision en ce moment, c'est les plus de 40 ans, est encore extrêmement partagée. Et là, c'est pas encore, ça n'a pas changé. Mais moi, je pense que c'est question de temps. Merci. Et je ne vous ai pas parlé de l'Académie d'agriculture. Oui. Bonjour. Ah, d'ailleurs, si jamais on met ça en ligne, il faudra couper ce passage-là. Pardon, je suis désolé. AgroParisTech, moi j'y ai enseigné une dizaine d'années jusqu'en 2008, puis après j'ai arrêté. J'ai plus été sollicité. J'ai beaucoup enseigné à ce qui était l'école forestière, l'ENGREF, et puis quand l'ENGREF est devenue l'école des ponts et chaussées, l'école du PEF, des ponts et chaussées, eaux et forêts, non, ponts, eaux et forêts, pardon, à ce moment-là, les enseignants de biologie ont disparu, ils sont devenus optionnels.
hein, c'est gagner du temps. Mais il ne faut pas être négatif là-dessus. Il y a une évolution qui se fait. Vous pourriez trouver qu'elle ne se fait pas vite. Moi, la première fois que j'ai parlé de mycorhize à des ingénieurs des eaux et forêts, c'est quand j'essayais de monter mon propre projet de thèse comme ingénieur des eaux et forêts, puisque ça a été un moment de ma formation d'être ingénieur des eaux et forêts. Et j'ai quand même un responsable de département du Sénagref, alors, qui m'a dit, mais les mycorhizes, ça n'existe pas, c'est un truc qu'ont inventé des scientifiques pour avoir du fric. Bon. On n'entendrait plus ça. On ne l'entendrait plus. Et donc moi je vois les progrès qui ont été faits, en l'occurrence pour ça, entre 91 et 2018. C'est énorme. Et donc je ne suis pas très inquiet sur la tendance. Par contre, vous pourriez vous inquiéter du rythme. Mais je pense qu'on en revient là, c'est l'histoire d'un renouvellement générationnel. Ce n'est pas le changement des générations aux affaires. Oui. Bonjour Marc-André. Juste là. Merci pour votre intervention et puis pour les informations que vous diffusez notamment sur Internet. Vous avez parlé à la fin de votre intervention d'une des deux phases pour moi de l'agriculture moderne qui sont les intrants. Une autre phase de l'agriculture moderne, c'est le travail de sol intensif. Et j'aurais aimé avoir votre commentaire sur l'impact du travail du sol intensif sur les réseaux mycorhiziens. Voilà, merci. Oui, alors évidemment, c'est une grosse question, et j'ai peur que ma réponse soit aussi décevante que d'habitude, parce que j'en parle jamais dans les vidéos, hein, mais il y a une raison que je vais vous dire tout de suite. Bon, labourer le sol, c'était une bonne idée au départ. Ça revient à faire remonter de la profondeur tous les sels minéraux qui se trouvent là, soit parce qu'ils viennent d'être libérés par l'altération de la roche, soit parce qu'ils ont été entraînés depuis la surface par la percolation de l'eau. Et donc, en première... pâturage et labourage sont les mamelles de l'agriculture française, me disait le ministre de Henri IV, me disait Sully. Bon, c'était une bonne idée. Hein. Le problème, c'est que vous créez de l'érosion, première chose. Et beaucoup plus d'érosion, puisqu'on sait que les sols agricoles érodent 10 à 100 fois plus que leur forme non labourée. Bien, surtout quand on laboure, en fait, avant l'hiver, parce qu'on profite effectivement du fait que le gel casse les mottes, mais on a des sols qui sont nus pendant très longtemps. On pourrait peut-être labourer déjà plus tard, et on résoudrait, je pense, une partie du problème érosif. Le deuxième problème, il est biotique, il est biologique. Vous avez déjà vu des nuées de mouettes derrière un tracteur en train de labourer? Est-ce que vous réalisez que c'est l'histoire d'un holocauste? Ça veut dire qu'il y a des trucs qui sont planqués dans le sol qui se retrouvent à l'air libre. Alors en particulier quand c'est des vers, ils se retrouvent face à leurs prédateurs que sont les oiseaux. Mais en même temps, il y a tout un tas d'autres organismes qui se retrouvent dans des conditions très défavorables, notamment le sol, c'est pas très... Il y a de l'oxygène, mais il n'y en a pas autant que dans l'atmosphère. Donc vos micro-organismes du sol se prennent une claque d'oxygène dans la gueule. Et en plus, il y a ceux qui sont filamenteux, comme les champignons, et là vous devinez qu'en retournant une motte, on arrache les filaments, donc eux, ils sont carrément démantelés. Alors rassurez-vous, ils sont jusqu'à un certain point habitués à se faire démanteler, parce que le sol, c'est pas une partie de plaisir pour un champignon. Il fait des filaments dans tous les coins, puis paf, il y a un colobol qui passe, paf, il y a un ver qui passe, paf, il y a un... Bon, donc, une racine qui pousse et qui éventre toute sa toile, c'est un peu le bordel. Donc, jusqu'à un certain point, les champignons sont habitués à cette destruction de leur structure filamenteuse, de ce réseau de filaments qui font dans le sol. Mais évidemment, là, c'est fort, c'est récurrent, et en plus, il y a la claque d'oxygène dans la gueule. Donc, il est évident que c'est pas bon non plus pour la vie des sols. Maintenant, si vous mettez le couteau sur la gorge en me demandant d'assurer que ça déstructure la diversité microbienne des sols, je vais avoir un problème. Il y a quelques données pour les bactéries, et il n'y en a pas beaucoup pour les champignons. Largement parce qu'en fait, on manque des tas de références. Bon. Et si vous me demandez la preuve que, en ne labourant pas, on a une vie dans les sols plus diverses, j'ai encore à avoir des problèmes. En revanche, en termes de masse microbienne, là, il n'y a pas de problème. Quand vous arrêtez de retourner votre sol, vous avez plus de biomasse microbienne, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il y a des espèces différentes qui s'installent et qui, par contraste, manquent à l'appel dans un sol retourné? C'est moins net. En d'autres termes, c'est peut-être qu'un effet de quantité. Enfin, c'est déjà quelque chose. Et pas forcément un effet de qui est là, qui n'est pas là.
Mais il y a donc deux raisons de ne pas labourer les sols, en tout cas trop régulièrement et trop fort, c'est l'érosion et cette histoire de densité microbienne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des sols, je ne sais pas avec qui on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, qu'il n'y a pas des sols qu'il faudra labourer tous les 4-5 ans. L'histoire n'est pas de dire qu'il ne faut pas de labour, l'histoire c'est quel sol j'ai et qu'est-ce que je peux lui infliger comme traitement qui fasse, petit 1, qui me donne de quoi manger, parce que quand même il faut se souvenir qu'on doit manger, et petit 2, qui fasse que demain, mes enfants puissent faire le même choix, c'est-à-dire qu'ils aient un sol qui a encore tous les possibles qu'il a aujourd'hui. Parce que souvent on entend dire qu'il faut mettre de la matière organique, ou il ne faut pas mettre de matière organique, il faut labourer, ou il ne faut pas labourer. Tout le monde a raison, hein, la question c'est chaque sol est unique et nécessite une attention spécifique. Dans votre conclusion, vous avez parlé des engrais et des fongicides. Le cuivre, vous le classez comment? Le cuivre. Alors, c'est compliqué. Je le classe comme un des plus gros toxiques antimicrobiens qui soit. Mais ce que j'observe, c'est que les sols de vignobles, qui contiennent entre 10 et 10 000 fois plus de cuivre que le sol d'à côté, qui n'est pas un sol de vignoble, sont quand même des sols où il y a une vie microbienne, et je pense que c'est à mi-chemin entre l'adaptation au cours du temps, la sélection de microbes relativement résistants au cuivre, même si pour les grandes concentrations ça n'existe pas, et deuxièmement le fait que le cuivre dans les sols n'est pas tellement biodisponible. En tout cas, les sols de vigne, quand ils sont pas très riches en microbes, c'est pas qu'une histoire de cuivre, c'est plutôt justement les traitements, soit pesticides, et Dieu sait que la vigne est gourmande de pesticides, 4% de la surface agricole utile, 20% des intrants. Et parmi tous ces intrants, en fait, 8/10 des intrants, c'est des fongicides. Ils finissent aussi en partie dans le sol. Hein. Et donc il y a d'autres choses qui font que la vie dans la vigne est moins diversifiée qu'elle ne pourrait l'être sinon. Paradoxalement, les effets du cuivre sont nuancés, et par la résistance des microbes qui sont là, et par le fait que ce cuivre interagit avec les particules du sol et n'est plus tellement disponible, n'est plus libre d'aller nuire aux microbes. Paradoxalement, parce que, une fois de plus, quand vous mettez une solution de cuivre dans une boîte de culture de microbes, vous tuez tout. C'est un des plus grands toxiques qui soit. Et d'ailleurs, sur la feuille, en fait, la pulvérisation de bouillie bordelaise, il est libre. Il n'est pas retenu. Il n'y a rien qui le retient sur la feuille. Tellement rien qui le retient, d'ailleurs, quand il pleut, il faut repulvériser. Et c'est les formes libres qui sont toxiques. Et dans le sol, probablement, elles ne sont pas si libres que ça. Bonjour monsieur, merci. Pour la génération donc, qui vient, à laquelle je pense depuis pas mal d'années, il n'y a pas que moi sûrement, j'espère, tout au moins. Alors, que faut-il faire à l'heure actuelle quand on veut simplement, quand on interroge à la SAFER, entre autres choses, je suis allé dans le centre de la France, et je me suis entendu dire que si je voulais laisser le sol, comment dire, pas vierge si vous voulez, mais faire un peu ce qu'il voulait, c'était pas bien vu et qu'on ne me donnerait pas en quelque sorte leur accord. J'ai pensé que c'était une forme de diktat qui m'était imposée. Je cherche à faire autre chose pour justement les générations qui, dans 20 ans et 30 ans, où je ne serai largement plus là, bien entendu. Même avant vous, puisque je suis nettement plus âgé que vous. Mais donc je pense, j'avais un grand-père qui était exploitant forestier dans le monde entier. Mon père était carbonisateur en forêt. J'ai vécu aussi l'incendie de 49. Je redoute qu'il n'arrive à nouveau. L'exemple nous en est donné peut-être. Je ne suis pas défaitiste, bien au contraire. Hein. Et que faut-il faire pour arrêter une partie, à chacun notre hauteur, une partie du massacre en question, en gelant des terres, entre guillemets, c'est pas gelé dont je veux parler, les mettre en attente d'être mieux, les laisser mieux vivre. En fait, on ne sait pas quoi faire. Moi, je ne sais pas non plus quoi faire. Alors, il faut chacun se battre de la façon dont on peut se battre. La première façon de se battre,
c'est de se rappeler qu'un bulletin de vote peut toujours être utilisé. Et voilà, et même si le choix n'est pas bon, ben, il y a toujours un candidat dans un coin qui fait quelque chose. Il faut se souvenir de ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays, moi je rentre de Chine, je peux vous dire qu'il n'y a pas de bulletin de vote là-bas. Et on ne se rend pas compte à quel point, même si des fois le choix n'est pas excitant, à quel point on peut faire des choses. Bon. Donc le bulletin de vote. La deuxième chose, c'est de faire pression sur le système pour qu'il évolue. Je ne peux pas vous répondre sur les requis des affaires, j'ai tendance à vous dire que vous aurez peut-être intérêt à avoir l'air de faire ce qu'il faut faire, soi-disant, et puis après, quand vous aurez le terrain, vous faites ce que vous faites. J'ai tendance à penser que des fois l'hypocrisie est même la vertu. Mais je ne sais pas si c'est possible, parce que ça se trouve, ils viennent regarder ce que vous faites. Donc je ne vous répondrai pas sur cette histoire des affaires, mais je pense qu'il y a un devoir d'exemplarité. Et je pense, moi, j'ai visité des exploitations de permaculture qui produisent 115 quintaux hectares. J'ai vu ça. Et l'agriculteur qui fait ça, il enseigne dans le lycée agricole à côté. Bingo. Bingo. Parce qu'en plus, ces 115 hecto-hectares, il y a quand même moins d'intrants, donc il y a un petit peu moins de dépenses. Donc en termes d'économie, ben, le lycée utilise ses comptes d'exploitation comme exemple d'économie florissante, et bing, ça touche au porte-monnaie. Voilà, je pense qu'on a un devoir d'exemplarité, et quand on arrive on a une chance d'arriver à réaliser, parce que c'est expérimental tout ça, hein, il n'y a pas encore de manuel qui vous dise à coup sûr comment réussir en ne touchant plus trop votre sol. Eh bien, je crois que notre devoir, c'est d'essayer de faire des choses et ensuite de les enseigner le plus possible, tous. Tous, en accueillant des stagiaires, en allant vers des lycées agricoles, et là, c'est des façons de résoudre ce problème de dispersion, de qualité différente des lycées agricoles par rapport au changement. C'est d'être présent dans ces lycées-là en tant qu'enseignant, en tant qu'accueil de stagiaires, et c'est les petites gouttes d'eau, tout ça. Je reviens plus précisément à la question de la matière organique. On a tendance, dans mon milieu qui cherchons à faire une agriculture différente, à privilégier justement l'augmentation de la matière organique dans nos sols. Et d'autre part, quand on voit le niveau général de la matière organique dans les sols agricoles et la diminution spectaculaire qu'il y a eu en 60 ans, voilà, moi je fais partie des gens où je me dis, et où je conseille souvent, de travailler là-dessus, augmenter la matière organique, faites tout ce que vous pouvez pour augmenter la matière organique de vos sols. Alors, voilà, je posais la question, est-ce qu'on se trompe ou pas en fait? Non, alors, bon, moi je ne suis pas un spécialiste des sols, mais ce que j'ai lu me porte à penser deux choses. La première, c'est que effectivement, mettre du carbone dans le sol, c'est une façon d'absorber du CO2. Bon. Même si on a ce problème qu'avec le réchauffement qui arrive, ce carbone risque de repartir sous forme de respiration un peu plus vite qu'on ne l'y met. Mais bon, si vous pensez à 4 pour 1000, par exemple, je pense qu'il y a plein de gens, des pédologues sérieux que je connais qui ont pensé à ça, et il n'y a pas photo. Bon. Cela dit, la question c'est quelle matière organique il faut mettre. Vous avez peut-être entendu qu'il y a des gens, peut-être certains d'entre vous connaissent style Alain Canet dans la salle, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas composter. Le compost, c'est là. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent dire ces gens? En gros, c'est que quand on amène cette matière organique au sol, elle est tellement reconcentrée en azote et en phosphate. Vous savez, votre compost, hein, ils font en volume, mais ils font par respiration, donc c'est du CO2 qui part. Et vous avez une matière organique issue du compost qui est très riche en azote et en phosphate et qui ne casse pas la logique de la fertilisation. Donc il faut faire attention à quelle matière organique on met dans le sol. Il faut que ce soit une matière organique qui soit équilibrée en carbone et en azote. Parce que s'il y a trop d'azote, vous contribuez en fait à continuer à eutrophiser et à faire en sorte que la plante se démerde sans mycorhize, ce qui n'est pas souhaitable. Si au contraire il n'y a pas assez d'azote et énormément de carbone, vous risquez de créer des fins d'azote. Et donc là vous avez des problèmes d'enraillement de la productivité de votre sol. Et tout est question d'équilibre. Il faut voir, il y a matière organique et matière organique. Cela dit, si on revient à la fraction carbone de matière organique, il est évident que nos sols en ont besoin pour plein de raisons, et l'une des raisons, indépendamment de l'effet de serre, c'est la structure du sol, hein, qui est nettement améliorée par la matière organique.
et aussi d'ailleurs la capacité à retenir l'eau. Alors ça dépend des sols, hein, on peut le souhaiter ou pas, mais ces deux propriétés-là, rétention de l'eau et structure du sol, sont des propriétés qui aujourd'hui sont mises en péril par le perte de carbone. D'ailleurs, le labour pose un problème aussi de ce point de vue. Vous comprenez bien que quand vous aérez votre sol parce que vous le labourez, vous mettez la matière organique en présence d'oxygène, puisque vous la rapprochez de l'air, vous aérez votre sol, vous mettez de la matière organique en surface, et bien il y a des organismes qui peuvent respirer, alors que quand la matière organique est enterrée dans le sol, l'accès à l'oxygène étant limité, c'est un peu la belle au bois dormant, quoi. Elle pourrait être respirée, mais elle ne l'est pas. Et donc on retrouve là un lien avec le labour, qui est que le labour déstocke du carbone. Je fais brièvement, mais sur le climat, il y a un truc super, il y a un bouquin, mais qui est paru il y a une quinzaine d'années, là, c'est l'hypothèse Rudiman, hein. C'est un climatologue américain qui s'est intéressé à l'évolution de la teneur en CO2 dans l'atmosphère et en méthane, donc deux gaz à effet de serre, au cours des quelques milliers d'années, enfin des 12 derniers milliers d'années. Et on sait très bien que bon, on est sur des cycles de glaciation qui dépendent de facteurs astronomiques. Et c'est pour ça qu'on disait, on évoquait le fait que nous aurions dû normalement commencer à rentrer en glaciation. Mais pas demain ou hier. On aurait dû commencer à rentrer en glaciation, c'est-à-dire un léger refroidissement aurait dû s'amorcer il y a une dizaine de milliers d'années. Et en général, en parallèle, on voit chuter le niveau de CO2 et chuter le niveau de méthane qui accompagne en fait cette entrée en glaciation. Mais alors que les modèles théoriques prédisent qu'il y a 10 000 ans, le CO2 aurait dû commencer à baisser, il n'a pas baissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 10 000 ans, c'est le début de l'agriculture au Moyen-Orient. On commence à labourer les sols. Et l'hypothèse de Rudiman, c'est qu'en labourant les sols, on a commencé à augmenter la respiration des sols en amenant de l'oxygène contre la matière organique, et on a commencé à faire de l'effet de serre. À l'époque, d'une façon qui s'est limitée à stabiliser le climat, qui est effectivement stable depuis une dizaine de milliers d'années. Et on a empêché la tendance au refroidissement. Et puis, il s'avère, je continue, c'est plus anecdotique, mais c'est quantitativement important, il s'aperçoit que pour le méthane, ça va à peu près, mais ça décroche il y a 5000 ans. Il y a 5000 ans, par rapport à la baisse attendue, ça commence à se stabiliser. Alors qu'on devrait être de nouveau sur un entrée en glaciation. 5000 ans, c'est le début de la riziculture inondée. Quand vous faites des sols inondés, ils produisent du méthane. Quand on a commencé à produire du riz dans des sols inondés, on a commencé à augmenter la production de méthane. Et on a eu un deuxième gaz qui a, à l'époque, conduit à visser, ancrer cette stabilisation du climat dans l'état où il était et à empêcher le léger refroidissement qui devait se produire. Et la période industrielle moderne va augmenter la production de gaz à effet de serre et cette fois-ci dépasser la stabilisation du refroidissement attendu et passer dans un état de surchauffe. Donc l'effet de serre, ça a commencé il y a 10 000 ans avec l'agriculture, parce que quand on retourne les sols, on les oxygène et ils produisent plus de CO2. Ça s'est accru avec la riziculture inondée, et l'effet de serre, ça a commencé par l'agriculture, et au début, ça a juste stabilisé le climat. C'est plutôt bien. Sauf que maintenant, on n'en est plus à la stabilisation, là ça décolle vraiment. Rudiman, avec 2D, c'est un livre remarquable, ça s'appelle « La charrue, la peste et le climat ». Vous verrez pourquoi la peste, si vous avez envie de lire ce livre, la peste lui permet de tester son hypothèse. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Pour les signatures du livre, ils sont tous vendus, donc on peut les signer. Je vous le dis librement. Hein. Il en reste 3-4, me dit-on. Mais je suis prêt à les signer après la fin de ces questions. Reste-t-il une question? J'en vois une là. Oui, merci. Ceux qui l'ont... Ah oui, si vous l'avez acheté hier, vous avez le droit de le faire signer. C'est pas un problème. En effet. Oui, je reviens juste à la vache du Kentucky, là. Est-ce qu'elle est bonne à la santé quand on la consomme? Oui, alors, non, ces toxines n'ont pas de résilience dans la viande. Non, il n'y a pas... Oui, mais c'est une bonne question, parce que certaines toxines pourraient s'accumuler dans les tissus. Non, elle n'est pas dangereuse. Mais elle n'est pas non plus très nourrissante, vous avez vu. Elle grandit quand même un peu moins.
Bonjour. Vous avez expliqué comment toute l'agriculture conventionnelle, les engrais et les pesticides avaient provoqué la disparition avaient réduit la production de champignons et l'interaction avec la plante. Et vous évoquez pour les générations futures des solutions pour travailler sur ce côté microbien. Oui. Et si on trouve des moyens pour enrichir notre production de microbes ou de champignons, est-ce qu'on ne va pas créer un autre déséquilibre biologique dans l'écosystème qui pourrait être finalement aussi néfaste? Oui. Il faut que vous réalisiez un truc. C'est que l'histoire de l'humanité, certains croient, peut-être que certains d'entre vous croient au progrès, hein, je suis désolé pour eux, c'est vraiment n'importe quoi. L'histoire de l'humanité, c'est d'être confronté à des problèmes et de trouver des solutions qui vont en fait créer les problèmes du lendemain, dont les solutions créeront les problèmes du lendemain. Il n'y a rien d'optimal. Et il y a une croyance naïve qui consiste à dire « Ah, mais si on retrouve l'état de nature », alors déjà on ne sait pas trop ce que c'est que l'état de nature, parce qu'en fait, dans la nature aussi, l'évolution crée des problèmes un jour qui sont résolus le lendemain d'une façon qui crée... Toutes les espèces sont confrontées à cette logique. Mais l'état de nature, de toute façon, c'est... Imaginons qu'on se dit, tiens, on voudrait que les écosystèmes fonctionnent comme quand ils fonctionnaient avant que l'homme soit là. Oui, mais avant que l'homme soit là, les écosystèmes ne produisaient pas à bouffer pour 9 milliards d'individus. Ok, donc c'est pas possible. Il n'y aura jamais un retour à l'âge d'or. D'abord, car l'âge d'or n'a jamais existé. L'histoire du monde vivant, c'est un changement perpétuel qu'on appelle l'évolution. Il n'y a pas eu un état de fonctionnement avant unique, il y a eu plein d'états successifs. Ces états successifs étaient merdiques. Et si vous voulez que je vous signale, que je vous donne quelques exemples de merde historique catastrophique, eh ben je vais vous en citer une, c'est la mycorhize. Pourquoi? Parce que quand les plantes sont sorties de l'eau, parce qu'elles ont eu enfin, quand les algues sont sorties de l'eau, c'est un truc que je raconte dans le bouquin, quand elles sont sorties de l'eau parce qu'elles ont eu enfin des champignons pour aller attaquer la roche, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elles ont fait plus de photosynthèse, puisqu'elles avaient des champignons qui allaient chercher de la bouffe pour elles. Ça a fait énormément de biomasse, moins de CO2. Comme elles ont bourré de sucre leurs champignons, avec leurs petits muscles, ils ont commencé à attaquer les roches beaucoup plus qu'avant, à libérer beaucoup plus de calcium et de magnésium. Ce calcium et ce magnésium sont allés dans l'eau de mer. Et qu'est-ce qui fait le calcium? Qu'est-ce qui fait le magnésium dans l'eau de mer? Il précipite sous forme de calcaire en entraînant du CO2, sous forme de carbonate. Donc, quand les plantes sont sorties de l'eau avec leur mycorhize, qu'est-ce qui s'est passé? Petit 1, il y a du CO2 qui est passé dans la biomasse qui n'était plus dans l'air. Petit 2, il y a du CO2 qui est passé dans les carbonates qui n'est plus dans l'air. Ça a commencé à refroidir le climat. Et dès le primaire, on va buter sur bam, bam, plein de glaciations, fin du Dévonien, fin du Permien, avec des extinctions de 80% des espèces connues. Oui, ça veut dire plus que cette bonne solution pour produire de la biomasse pour les algues qui est de coloniser le milieu terrestre avec un champignon, c'était une catastrophe environnementale. Il faut réaliser un truc, c'est que l'homme n'est que la dernière d'une série de catastrophes environnementales qui s'appelle l'évolution de la biosphère. Je pourrais vous raconter une autre, hein, c'est quand la photosynthèse a commencé et qu'on a vu apparaître l'oxygène, qu'on n'avait jamais vu avant sur Terre, et qui a oxydé tout ce qui traînait, y compris la gueule de tous ceux qui vivaient là et qui n'étaient pas faits pour vivre dans l'oxygène. Donc on est la suite de tout un tas de déséquilibres, et il n'y a jamais eu d'âge d'or. Et les déséquilibres liés à l'homme que nous vivons aujourd'hui font partie de ces grands déséquilibres liés à l'évolution qui se sont de tout temps produits. Donc on ne retournera jamais à l'âge d'or, on va juste poser des rustines et s'apercevoir que ça fuit par ailleurs, et on remettra une rustine ailleurs, et là on verra que ça fuit par ailleurs, on remettra. Voilà, l'histoire ne s'arrêtera pas. Et il y a derrière votre propos une leçon d'humilité. Nous sommes en train, avec nos bonnes solutions, de faire les mêmes bêtises que ceux qui ont proposé des bonnes solutions pour que tout le monde mange, en inventant les intrants. Et ça, c'est vraiment une humilité qu'il faut avoir. Ça veut dire qu'il faut tout le temps avoir un regard critique sur ce qu'on fait et voir les problèmes entraînés par nos bonnes solutions avant qu'ils deviennent vraiment pernicieux. En ce sens, je le répète, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que la vigilance et l'esprit critique qui sauvent, et ce ne sont malheureusement pas des caractéristiques très partagées.